Bonjour, bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Vous savez, quand vous écoutez cette musique, c'est le week-end. Et je lance des dédicaces à tous nos auditeurs du côté du Sénégal, du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Gabon, du côté de la France, du côté des États-Unis, spécialement Dallas, là où je suis. Merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour les partages, pour les likes. Aujourd'hui, on a près de 50 personnes qui nous écoutent de manière mensuelle, ce qui est beaucoup. Donc merci. C'est grâce à vous qu'on existe et c'est grâce à vous qu'on essaie de s'améliorer. Et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Oui, on vous a manqué la semaine passée. La semaine passée, on n'a pas posté. On n'a pas posté simplement parce que il y a eu un conflit d'emploi du temps. Mais on a essayé de poster une vidéo par rapport à un jeune Français qui s'était fait des millions dans les années 90 et il expliquait un peu sa stratégie. J'ai posté cette vidéo pour essayer un peu d'édifier les gens par rapport à ça. Et par la suite, on va faire un épisode où on va disséquer sa méthodologie et sa stratégie. Lui, il a pu le faire parce que il a bénéficié des événements macroéconomiques qu'on va expliquer bien sûr, et aussi du système financier que la France utilise, que beaucoup de pays africains n'utilisent pas. Mais qu'à cela ne tienne, comme je disais, on va rentrer dans les détails pour ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux, inspirationnel, qui va vous parler comme ce sujet m'a aussi parlé à moi. J'ai tiré le titre de cet épisode d'une chanson de Booba qui dit j'ai dû courir comme un esclave pour marcher comme un roi. Il faut vraiment donner les fleurs à Booba parce que si tu t'assois et tu écoutes sa musique, tu enlèves les grossièretés bien sûr. Il parle de certaines choses qui sont réelles et que l'homme noir vit tous les jours, surtout qu'il est métis et qu'il a grandi métis en France. Donc aujourd'hui, on va parler de courir comme un esclave pour marcher comme un roi. Aujourd'hui, je vais parler d'une vérité dure, une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La vie exige de toi que tu endures et que tu avales l'amertume du présent pour préparer la dignité de demain. Tu ne peux pas espérer la couronne sans sueur. Tu ne peux pas rêver du trône si tu refuses de porter les chaînes du travail et de l'effort. Allons, développons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le sens de la phrase. Courir comme un esclave pour marcher un jour comme un roi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans ta jeunesse, dans ton présent, tu dois courir, travailler, accepter les douleurs, les humiliations, les nuits blanches, les jugements injustes. Tout ça pour préparer une liberté qui n'existe pas encore. Un esclave, comme exemple, n'a pas de choix, il obéit. Mais toi, tu transformes cette obéissance en stratégie. Tu choisis de te soumettre à la discipline de l'effort, de la rigueur, pour te libérer de demain. Donc, comment endurer le présent sans perdre le futur? Beaucoup de gens se brisent parce qu'ils confondent le présent avec le destin. Je pose. Beaucoup de gens
se brisent parce qu'ils confondent le présent avec le destin. Je pose d'abord parce que cette phrase-là, quand je l'ai écrite, elle a résonné avec moi parce que je suis passé par plusieurs phases. Si vous m'écoutez depuis, je reviens d'Afrique, je reviens de l'Afrique centrale, je suis venu aux États-Unis, j'ai connu des mésaventures. Mais ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de ne jamais confondre ce que je vis maintenant à mon futur. Parce que j'ai toujours su que ce que je vis maintenant est temporaire. Et j'ai toujours pris mes décisions basées sur mon destin, jamais sur ce que j'ai vécu. Et c'est là où beaucoup font l'erreur. Donc, quand ton patron t'écrase, quand ton environnement te méprise, quand tu es payé au minimum, ce n'est pas ton destin, c'est ton entraînement. Je me rappelle quand je faisais des bricoles, j'ai d'abord commencé en tant que déménageur. J'ai fait, on va dire, 2-3 mois. Ensuite, j'ai fait quoi? Ensuite, j'ai travaillé dans les entrepôts et j'ai aussi travaillé dans un fast-food. Et quand j'ai travaillé là-bas, je me suis toujours dit que ceci est mon présent, mais c'est pas mon destin. Je ne vais pas rester travailler dans un fast-food le reste de ma vie. Et je dois m'organiser pour que ce ne soit pas le cas. Et je me suis organisé pour que ce ne soit pas le cas. Quelquefois, on vit des situations où on n'aime pas là où nous sommes. On n'aime pas la maison, on n'aime pas la voiture, on n'aime pas l'environnement, on n'aime pas le fait de ne pas avoir d'argent. On n'aime pas le fait de vivre d'une manière appauvrie. Mais ne pas aimer, c'est une chose. Mais travailler pour sortir de là, c'est autre chose. Et souvent, on se focalise plus sur l'émotion que cette condition nous apporte que sur la stratégie à développer pour sortir de cette condition-là. Et il faut développer une stratégie pour sortir de votre condition si vous ne l'aimez pas. Parce que la même énergie que vous mettez pour détester cette situation, vous pouvez mettre la même énergie pour développer une solution pour sortir de là. C'est ce que j'ai eu à faire. Et cette stratégie demande beaucoup de sacrifices. Vous ne pouvez pas construire votre futur en étant confortable. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple du patron. Le patron qui t'écrase, quand ton environnement te méprise, quand tu es payé au minimum, parce que c'est le cas de beaucoup d'immigrants. Mais je vais en revenir tout de suite. Donc je disais que ces cas de figure, ce n'est pas ton destin, mais c'est ton entraînement. L'ouvrier qui se plaint seulement reste ouvrier. Celui qui endure, observe et apprend se construit en silence. Et un jour, il n'est plus ouvrier, il est maître de son propre atelier. Prenons un exemple concret, comme je l'ai fait tout à l'heure, par rapport à l'immigration. Quand tu arrives dans un pays, un nouveau pays, tu n'as rien. Ton diplôme est inutilisable, la langue est un obstacle, et ton statut social est presque invisible. En fait, tu fais partie de la classe ouvrière, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on fait quand on te donne un boulot? Quand on te donne un boulot, on te met là où il faut nettoyer les toilettes. Ou tu dois porter des bagages. Ou tu dois travailler de nuit. Pendant que les citoyens de ce pays te regardent de haut, te méprisent, te voient comme un bon à rien. Je le dis parce que je l'ai vécu. Où j'ai eu des résidents américains qui me disaient mais oui, faut partir à l'école, voilà, pourquoi tu fais ce genre de boulot? Il y avait un certain mépris.
Et j'ai négligé ce mépris-là parce que ce mépris ne faisait pas partie de ma vision des choses. Parce que quand les gens vont te voir dans une situation, ils vont te juger par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Ils ne voient pas la vision. La vision, la seule personne qui voit la vision, c'est toi. Toi, ils voient seulement ta situation présente. Donc, ils vont te juger par rapport à ta situation présente. C'est pourquoi, quelquefois, lorsque les gens te jugent par rapport à ta situation présente et que tu sais que ta situation est temporaire, faut les ignorer et te concentrer sur construire ta vision. Donc, c'est ce que l'immigrant vit, en fait. Quand il vient en Amérique, en France, il est méprisé et on lui donne des boulots que les citoyens même ne veulent pas faire. Mais l'immigré qui accepte, endure, économise chaque dollar, étudie le soir après son travail, cet immigrant, 10 ans plus tard, ouvre son entreprise, achète sa maison, et ses enfants deviennent médecins et ingénieurs, pendant que d'autres, découragés, ont abandonné en cours de route. C'est la preuve vivante de cette loi. Celui qui court aujourd'hui va marcher demain. Celui qui fait les sacrifices aujourd'hui va récolter demain. Donc, parlons de l'école invisible de la souffrance. Je vais être clair. La souffrance est une école. C'est une école que personne n'aime y être en fait. Mais c'est une école. Pas une école avec des diplômes, mais une école avec des cicatrices. La faim t'apprend la valeur de l'argent. Le mépris t'apprend à construire ta dignité intérieure. La fatigue t'apprend la discipline. On a comme exemple les immigrants qui réussissent. Quand tu arrives dans un pays étranger, on ne te respecte pas. Tes diplômes ne valent rien. On pense que, en fait, toi, dans ta tête, il n'y a rien, en fait. Mais si tu acceptes de passer par ce feu et tu gardes ton regard fixé dans l'avenir, tu vas te transformer. Je me rappelle, c'était l'histoire d'un de mes collègues. C'est sa femme qui m'a raconté son histoire, bien sûr. Quand il a commencé à travailler, il a fait Uber. Uber, si tout le monde connaît Uber. Il a fait Uber et ensuite il a trouvé un boulot manuel. Et il a vu que malgré ça, il ne s'en sortait pas. Donc, il a décidé de retourner à l'école. Et quand il a décidé de retourner à l'école, il fallait aussi qu'il travaille. Et sa femme était aussi enceinte en même temps. Donc, ils sont passés par une période là où il ne travaillait pas complètement les 40 heures par semaine. Parce qu'aux États-Unis, on compte travailler 40 heures par semaine. Parce qu'il devait équilibrer avec le temps qu'il passe pour étudier. Donc, il travaillait moins, il étudiait plus. Le problème, c'est qu'ils avaient moins d'argent. Et cela a créé quelque chose dans la famille parce que la famille, maintenant, pour se nourrir, mangeait la même chose tous les jours. Le riz avec la sauce tomate. Et pour beaucoup, les gens vont se dire, mais moi, je suis aux États-Unis, pourquoi je vais manger le riz avec la sauce tomate? Non, parce que la décision qu'il a prise de retourner à l'école pour un avenir meilleur nécessitait des sacrifices. Et un de ces sacrifices-là, c'était de manger la même chose tous les jours. À un tel point que sa femme commençait à avoir des doutes sur sa décision de retourner à l'école. Mais là, elle était sage. Elle a dit non, écoute, je vais garder la frustration pour moi et je vais voir là où ça va aboutir. Et aujourd'hui, le gars, il est devenu manager. Manager dans une grande compagnie de la place. Il se fait $100,000 avec 20 à 30 000 $ de bonus chaque année. Il est passé par le feu pour arriver là. Et je raconte ces histoires-là qui sont vraies parce que je vois souvent des jeunes qui pensent que il suffit juste de s'amuser. Tu ne peux pas, on en dit,
You cannot amuse yourself to success. Tu ne peux pas arriver au succès. Le chemin qui te mène au succès demande beaucoup de sacrifices. Donc, si tu t'amuses sur ce chemin-là, c'est que tu n'as pas pris les sacrifices qu'il faut prendre, en fait. Et j'ai compris ça moi-même. Il fallait faire des sacrifices. Quand je quitte Oklahoma pour venir au Texas, j'ai eu à dormir au sol pendant, je crois, 6-7 mois. Et à travailler du lundi au dimanche. Les sacrifices que j'ai eu à faire pour me permettre de vivre aux États-Unis, pour permettre de vivre à Dallas et de me développer. Donc, chaque milestone, chaque étape de ta vie va demander un certain type de sacrifice. Et si tu n'es pas prêt à réaliser ce sacrifice-là, tu vas rester sur place. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui font du surplace malgré toutes les années passées. Parce qu'ils ont refusé inconsciemment ou consciemment de faire ces sacrifices-là. Donc, l'école de la souffrance te permet, en fait, de t'élever. Sans cette souffrance-là, tu peux pas t'élever. Tu peux pas. Donc, j'ai parlé de courir comme un esclave. Parlons un peu de la mentalité du roi. Un roi, ce n'est pas seulement la couronne. C'est un esprit et une façon de marcher. Le roi, c'est celui qui n'est plus pressé parce qu'il a déjà couru. Il marche, il choisit, il impose son rythme. Je reprends. Le roi, c'est celui qui n'est plus pressé parce qu'il a déjà couru. Il marche, il choisit, il impose son rythme. Si je vous décris quelqu'un comme ça, d'après vous, c'est quel genre de personne? C'est une personne qui a concrètement réussi sa vie. Parce que si tu es financièrement indépendant dans ta vie, tu fais les choses en ton temps. Tu ne te réveilles plus à 5 heures du matin. Tu reprends le téléphone quand tu veux. Tu choisis quel genre de restaurant tu veux aller. Tu choisis dans quel genre de pays tu veux visiter, tu veux passer ton week-end. Il n'y a plus de limites. Ça, c'est un. Il n'y a plus d'obligation. À part celle que tu choisis, bien sûr. Et c'est ça le roi. Le roi marche, il ne court pas. Il choisit, il impose son rythme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obligation du temps que nous tous on a, c'est quoi? C'est parce qu'on n'est pas économiquement libre, en fait. C'est pourquoi on doit toujours courir. Remarquez. Quand tu dois aller au boulot, tu dois te réveiller tôt. Quand tu dois aller à ton break, comment on dit ça en français, break, à ta pause, tu dois regarder l'heure. Il est quelle heure? Je n'ai que 15 minutes. Bon, j'ai que 20 minutes. Après, quand tu rentres à la maison, tu dois manger. Et quand tu dois manger, tu dois dormir tôt. Quand tu pars au restaurant, tu dois voir quel est le prix, quel est le repas que tu peux prendre. Quand tu regardes le menu, tu regardes plus les prix que les repas. Quand tu pars au supermarché, tu regardes les prix que les produits que tu as envie d'acheter. Parce que tu n'as pas encore atteint le statut de roi. Mais pourquoi tu n'as pas atteint le statut de roi? Parce que tu n'as pas couru dans ta jeunesse. Tu n'as pas couru dans ta jeunesse. Mais retiens bien, si tu ne cours pas aujourd'hui, tu ne marcheras jamais demain. Tu ne marcheras jamais. Tu seras resté bloqué, toujours en train de survivre. Aujourd'hui, beaucoup veulent marcher comme des rois tout de suite. Ils s'endettent pour acheter une voiture de luxe. Ils veulent briller sur Instagram. Voilà Instagram, voilà. Beaucoup de gens vivent une vie fausse sur Instagram. Ils confondent l'apparence avec la réalité.
ils achètent des marques, ce qui n'est pas mauvais. Mais acheter une marque ne te rendra pas riche. Acheter une marque ne te rendra pas riche. Et tout ça, c'est juste pour bien un truc qui est vrai. Lorsque tu vois des gens qui sont dead pour vivre cette vie de luxe qu'ils n'ont pas mérité, acheter des choses de luxe qu'ils n'ont pas mérité, tout ça tout simplement parce que ils ne veulent pas courir. Ils veulent prendre des raccourcis. Mais si tu ne cours pas dans ta vie, tu n'as pas droit à la marche royale. Et si tu joues le roi dans le présent, tu vas rester esclave dans le futur. Parce que le seul moyen de jouer le roi présent, sans avoir à courir dans ta vie, c'est de t'endetter. Et une dette qui n'est pas calculée, une dette qui est juste prise pour vivre une vie que tu n'as pas méritée, va te rendre esclave demain parce que demain tu vas devoir payer ces dettes-là. Parce que tu as loué ton état d'euro. Tu l'as pas gagné, tu l'as loué. Et on ne loue pas. Pour moi, je crois qu'on ne loue pas le luxe. Et le luxe, souvent, on confond le luxe avec les marques, les voitures. Le luxe, c'est pas ça. Oui, les marques, les voitures, les belles maisons, c'est une réflexion de ton luxe. Mais le vrai luxe, c'est la liberté. La liberté de choisir. La liberté de faire ce que tu as envie de faire. Et pour atteindre cette liberté, oui, tu dois être financièrement indépendant. Parce que 80% d'entre nous, on ne fait pas ce que l'on veut parce qu'on n'est pas financièrement indépendant. On n'est pas financièrement indépendant. Cette vie a des demandes, a des obligations. Et la majorité de ces obligations sont financières. Et j'aimerais que tu comprennes ça. La majorité de tes obligations en tant qu'adulte est financière. Et si tu n'arrives pas à te libérer de ces obligations-là, tu seras esclave jusqu'à la fin. C'est pourquoi tu vas aux États-Unis, je sais plus en Afrique ou en Afrique centrale, mais aux États-Unis, vous allez voir des vieux travailler. Des vieux travailler. Il y a certains qui travaillent par choix. Il y a d'autres qui travaillent par contrainte. Parce qu'ils ont fait la bamboula quand ils étaient jeunes. Et ils ne pouvaient plus se rattraper quand ils étaient vieux. Et vous les voyez en train de travailler. Il y a certains qui travaillent même jusqu'à leur mort. Je connais un vieux là. Quand je travaillais dans mes compagnies là, pas mes compagnies, je travaillais dans des compagnies des gens. Il y avait 2 compagnies. La première compagnie, c'est là où je l'ai rencontré. On va appeler ça compagnie A. Je l'ai rencontré là, très sympa, très gentil, mais assez âgé quand même. Je dirais qu'il avait l'âge de la retraite, mais je me suis dit s'il ne prend pas sa retraite, c'est parce que les finances ne répondent pas. Et ensuite, j'ai transféré dans une autre compagnie qu'on appelait compagnie B. Et je l'ai revu. Je lui ai dit, comment tu vas, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens? Il me dit, oui, ça va, tout se passe bien. J'ai dit, ok, pas de problème. Il était en fait, comment on dit ça en français? Celui qui nettoie, on appelle en anglais maintenance guy. C'est celui qui nettoie et qui arrange des choses et tout ça. Maintenant, un jour, je le vois plus. Je le vois plus du tout. Rien. Bon, dans ma tête, je me suis dit peut-être il a changé de compagnie. Ou voilà. Après ça, son ami à lui, qui travaille aussi, qui fait la même chose, m'a approché, m'a dit oui, comment tu vas? J'ai dit ça va. Après, il m'a dit, oh, que tu connais le gars là? J'ai dit oui. Oh, il est mort. J'ai dit, oh, il est mort de quoi?
Oh, il est mort, il a eu une crise cardiaque sur son lit. Je dis, waouh, il est mort comme ça. Ça m'a fait penser. Est-ce que tu veux vivre tes derniers jours sur Terre en train de faire des choses que tu n'as pas envie de faire juste pour survivre? Parce que je me dis que quelquefois, s'il avait le choix des cartes, je pense pas qu'il serait là en train de nettoyer le sol. Peut-être il serait retourné dans son pays d'origine, voyager, découvrir le monde. Mais il n'a pas eu à faire ça. Il y a beaucoup d'entre nous qui nous se dirigeons dans ce cadre-là, où on travaille juste pour mourir. On vit pour travailler, on ne travaille pas pour vivre, mais quelquefois, par rapport à nos situations financières, on se retrouve à travailler pour vivre. Donc, il faut prendre conscience de ton état financier. Je ne voudrais pas que tu passes tes derniers jours sur Terre en train de travailler un boulot que tu n'aimes pas, qui te paye mal, et tu pars comme ça. Ce n'est pas intéressant. Donc, il faut comprendre que ta jeunesse est un cadeau. Ta jeunesse est là où tu dois te donner à fond, te construire. Si tu ne fais pas ça, tu vas souffrir dans ta vieillesse. Et tu n'auras que des regrets. Tu n'auras que des regrets. Et j'ai pas envie que tu aies des regrets. J'ai envie que tu prospères, que tu réussisses. Que tu sois ici aux États-Unis, là-bas en Europe ou chez moi en Afrique, c'est le même principe. Si tu passes ta jeunesse à fêter, tu vas passer ta vieillesse à pleurer. Dernière anecdote, quand j'étais en seconde, j'ai fait série scientifique. Il y avait un gars, son nom c'était Mouyopa. Il y avait un gars, oui. C'était mon adversaire juré en physique et en maths. Quand j'avais une bonne moyenne, lui, il me suivait. S'il avait une bonne moyenne, moi, je le suivais. Mais j'avais remarqué une chose avec lui. Pendant que nous, on partait à la maison à 13h, parce que l'école à l'époque finissait à 13h, il restait jusqu'à 17h, 18h, en train de travailler les devoirs. Il était très assidu. Très assidu. Tellement que il nous a dépassés, nous tous, parce que lui, il a décidé de marcher, de courir comme un esclave. Il a décidé d'accepter son devoir de travailler et se donner à fond. Il a fini par courir, par marcher comme un roi, parce qu'aujourd'hui, il est directeur général d'une banque en France. Il n'y a pas de sauce magique. Soit tu cours comme un esclave, tu marches comme un roi demain, soit tu marches comme un roi aujourd'hui, tu cours comme un esclave demain. En train de chercher comment payer tes factures. Maintenant, je vais parler de pensée philosophique. J'aime bien la philosophie. J'ai étudié beaucoup la philosophie quand j'étais en terminale. Marc Aurèle qui fait partie du stoïcisme. Pour ceux qui ne connaissent pas le stoïcisme, essayez de Google ça. Donc, Marc Aurèle disait, endure et abstiens-toi. Endure et abstiens-toi. Ça veut dire quoi? Supporte ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Supporte ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Et il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. Qu'est-ce qui dépend de toi? Ce que tu fais chaque jour. Tes choix. Ta volonté d'étudier. Ta volonté de travailler. Ta volonté de te dépasser. Ça dépend de toi. Il y a un proverbe africain qui dit: le dos qui a porté le fardeau de la misère sera droit devant le festin. Vous avez vu quelqu'un qui a faim?
Quand vous le présentez devant un festin, il respecte le festin parce qu'il sait ce que c'est d'avoir faim. Quand tu regardes le monde aujourd'hui, tu regardes les grands entrepreneurs, les scientifiques, les immigrés devenus leaders, tous ont commencé par courir comme des esclaves, travailler sans sommeil, accumuler des refus, être ridiculisés. C'est ça que je veux te dire quand je veux te dire courir comme un esclave. Parce que, surtout en Afrique, et surtout nous les Africains, quand on n'a rien, c'est là où on a plus de fierté. Quand on n'a rien, c'est là où on ne veut pas demander. Quand on n'a rien, c'est là où on s'imagine qu'on a quelque chose. Ça, il faut enlever cette mentalité-là. Il faut l'enlever complètement. Cette mentalité ne te servira à rien. Tu dois travailler, tu dois cogner à des portes, parce que tu cherches des opportunités. Tu dois cogner à des portes, tu ne peux pas juste rester à la maison et penser que les opportunités vont venir te trouver à la maison. Tu dois chercher. Et tu dois accepter des boulots qui ne sont pas ta juste valeur. Parce que ça fait partie de courir comme un esclave. Tu dois accepter des boulots qui ne sont pas ta juste valeur parce que tu sais que c'est temporaire. Tu sais que tu acceptes ce boulot-là pour comprendre comment ça fonctionne, comment l'industrie fonctionne, pour acquérir des contacts. Pour que demain, quand tu crées ta compagnie, ils te connaissent. Mais parce que tu ne veux pas courir comme un esclave et que tu veux marcher comme un roi aujourd'hui, tu limites ton futur, tu limites ton destin. Donc la fierté là qu'on a toujours là, de penser que voilà, j'ai pas envie de demander, je n'aime pas demander l'argent, faut enlever ça. C'est la bêtise. Faut enlever ça. C'est la bêtise. Vous n'allez pas évoluer comme ça. Tous les grands de ce monde ont demandé de l'argent à quelqu'un. Je répète, tous les grands de ce monde ont demandé de l'argent à quelqu'un. Donc toi tu n'as même pas le niveau de Bill Gates, toi tu veux pas demander. Pense un peu à ça. Je veux dire quoi concrètement par ça? Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook, est-ce que vous avez vu son histoire? Suivi son histoire même. Il a un film. Social network, je sais pas ce que c'est. C'était même pas son idée à lui. C'était des jumeaux qui voulaient draguer des filles. Et ils ont trouvé une idée pour trouver les filles à draguer. Ils se sont dit pourquoi ne pas créer une plateforme où toutes ces filles-là vont venir sur la plateforme et on pourra facilement les contacter. Mais ils sont partis voir Zuckerberg, qui était quelqu'un qui faisait un ingénieur, pas un ingénieur, mais il savait comment créer cette plateforme-là. Il a créé cette plateforme-là. Et ça a commencé à marcher. Ça a commencé tellement à marcher qu'il a eu l'idée que ouais, je peux agrandir sur cette plateforme-là pour que tout le monde utilise ça. Son meilleur ami l'avait donné $9 000, 9 ou 10 000, parce qu'il n'avait pas d'argent. Il devait aller à Los Angeles pas Los Angeles, à Silicon Valley pour parler à des investisseurs. Il n'avait pas d'argent. Son ami lui a donné $10 000. Ils sont partis à Silicon Valley. Ils ont parlé à des investisseurs. Les investisseurs ont investi leur argent. Aujourd'hui, Facebook est devenu Facebook. Donc, même les plus grands. Et puis, Zuckerberg, aujourd'hui, c'est un milliardaire. C'est un milliardaire. En dollars, pas en francs CFA. Donc, quand j'écoute cette histoire-là où la grandeur de quelqu'un ne s'est pas fait seul. Il y a des gens qui ont investi parce qu'il a eu l'occasion de demander de l'aide. Nous, les Africains, on ne demande pas de l'aide. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on ne demande pas de l'aide quand il le faut. On a trop de fierté. La fierté dans quoi? La fierté dans quoi? C'est pourquoi je me dis qu'il faut... Soit tu regardes des commentaires YouTube, soit tu t'achètes des livres, tu lis. Parce que avec la mentalité, là, tu vas aller nulle part. Dans cette vie-là, tu vas aller nulle part. Tu vas aller nulle part.
Après, tu vas blâmer le sorcier au village ou bien... Non, il faut t'acheter les livres. Tu lis, tu comprends comment le monde fonctionne. Ou va sur YouTube, tu regardes tes documentaires. Tu vois comment les gens qui ont réussi réellement dans ce monde-là. Comme ça, tu les copies. Je le dis parce que je connais cette mentalité-là où... parce que moi aussi, je l'avais. Tu as honte de demander. Tu as trop... Tu as trop de fierté pour demander de l'aide quand il le faut. Tu as peur qu'on te vole les idées. Donc tu ne parles à personne. Tu veux réussir seul. Personne n'a réussi seul. Je répète, personne n'a réussi seul. Personne. Personne, à part si tu fais la course. À part si tu es un coureur olympique, ouais, tu vas réussir seul. Mais pour ce qui s'agit de la vie, des entreprises, des sociétés, personne n'a réussi seul. Donc tu dois apprendre à être humble et à accepter ce que l'on te donne et à courir comme un esclave. Parce que si tu es trop fier, tu vas souffrir dans ton futur. Tu vas souffrir dans ton futur. Donc, quels sont les pièges à éviter? Quels sont les pièges à éviter? Il faut pas confondre l'endurance avec la résignation. Ne confonds pas l'endurance avec la résignation. Endurer, ce n'est pas accepter d'être écrasé éternellement. C'est supporter le présent pour bâtir le futur. Je reprends ça. Endurer, ce n'est pas accepter d'être écrasé éternellement. C'est supporter le présent pour bâtir le futur. Vous pensez réellement que parce que vous voulez réaliser quelque chose, que tout le monde va vous supporter, tout le monde va vous aider, tout le monde, il n'y aura pas des gens qui vont essayer de vous saboter. Il n'y aura pas des gens qui vont essayer de vous stopper. Il n'y aura pas des gens qui vont essayer de détruire votre rêve. On n'est pas dans les Teletubbies. On n'est pas dans les contes de fées. On est dans la vie réelle. Tout ce que vous voulez réaliser, il y aura des gens qui seront là pour pouvoir vous stopper. Je prends un exemple. Je travaillais dans une compagnie de la place. Grande compagnie. Ils font les calculatrices. Pour ceux qui connaissent. J'avais un superviseur. Personnellement, je pense pas que j'ai fait quelque chose de bizarre avec lui, mais lui, il ne m'aimait pas. Je n'ai rien fait. Avez-vous été dans une situation où vous n'avez rien fait, mais les gens autour de vous ne vous aiment pas? Quelquefois, c'est parce qu'ils voient votre étoile et ça les ennuie. Quelquefois, parce qu'ils vous voient comme une concurrence. Et je vais expliquer ce thème-là dans un autre épisode où je vais parler des différentes personnalités que vous allez rencontrer dans votre travail et à se méfier. Ça, c'est un épisode très intéressant pour les professionnels. Ceux qui sont professionnels, je vous conseille d'écouter cet épisode-là. Ça va vous aider à manœuvrer l'environnement du travail. Mais revenons sur le manager. Je ne pense pas que j'ai fait quelque chose avec lui. Peut-être il était raciste, je sais pas. Mais à chaque fois, j'avais des problèmes avec lui. Il me mettait en probation. Probation, c'est un système où quand tu fais des erreurs, on te met en probation pour 1 année. Si tu fais une erreur, 2 erreurs, on te licencie. Lui, chaque année, j'étais en probation avec lui. Il me faisait balader dans différents départements chaque jour pour me déstabiliser. Et j'avais besoin de ce travail-là pour me maintenir pendant que je planifiais le futur. Mais il y a d'autres personnes qui vont dire non, mon patron ne m'aime pas, j'ai laissé le boulot. Mon patron ne m'aime pas, j'ai laissé le boulot. Ton patron, il ne te paye pas pour que tu puisses l'aimer ou bien pour qu'il puisse t'aimer. Il faut être sage. Et ça vient avec l'âge, je comprends. Je comprends qu'il y a certaines choses qui ne se comprennent pas du coup. Mais sachez qu'il y a, même au travail, il y aura des gens qui ne veulent pas vous voir réussir. Et ça peut souvent être votre patron. Mais vous êtes là
parce que il vous faut payer vos factures et parce que vous savez que vous ne serez pas là éternellement. Mais vous avez besoin de cette facture-là, de ce salaire-là, pour vous maintenir, pour planifier demain. Parce que vous avez toujours besoin d'une place où dormir, manger, réfléchir. Et vous avez besoin de ça avec votre salaire. Donc, accepter d'être écrasé. Qu'est-ce que je raconte? Endurer, ce n'est pas accepter d'être écrasé éternellement. Mais c'est supporter le présent pour bâtir un futur. Et certaines personnes ne vont pas vous aider à bâtir ce futur-là. Ils vont essayer de le stopper. Et c'est OK. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a personne qui va stopper ce que vous avez décidé de faire. Mais ils vont essayer. Ils vont essayer. Quand je travaillais dans une compagnie de fast-food de la place, il y avait un incident qui s'était passé. Notre superviseur, elle était folle. Je dis, elle est folle. On l'appelait team lead, elle était folle. Pourquoi? Parce que elle n'arrivait pas à se contrôler. Je ne sais pas comment elle a fait pour devenir team lead. Donc un jour, on avait un jeune noir américain. Elle a dit au jeune noir américain, fais les frites. Il a commencé à faire les frites. Et après, quand il a commencé à faire les frites, elle lui a dit, non, j'ai pas besoin que tu fasses les frites. Va faire les burgers. Il va faire les burgers. Elle s'énerve. Je comprends pas. Pourquoi tu vas pas faire les burgers? Pourquoi tu es slow? Il a snappé. Il a craqué. Il a dit non. Comment tu me parles comme ça? J'aime pas ça. Comme ça crier. Quand il a commencé à crier, elle a fait la victime. Elle a appelé le boss du fast-food. Le boss du fast-food a dit ok, faut le virer. On n'accepte pas ce genre de comportement. Quand vous écoutez cette histoire, vous allez vous dire non mais c'est méchant. C'est méchant. Le travailleur n'a rien fait à part écouter les consignes. Mais sa responsabilité, c'était d'endurer. Et on l'a viré le jour-là. Et il avait besoin de ce boulot-là parce qu'il sortait à peine de prison. On l'a viré. Parce qu'il n'a pas su endurer. Cette histoire, c'est pour vous rappeler que, pour une raison que j'ignore, vous aurez un patron, un collègue de travail, une compagnie où vous vous sentez maltraité, où vous êtes minimisé, etc., etc. Ne prenez pas ça à cœur, parce que vous savez que cette compagnie, vous ne serez pas là pour toujours. Ce collègue, vous ne l'aurez pas le reste de votre vie. Il faut avoir la vision du futur. Donc je disais, de ne pas confondre l'endurance avec la résignation. Donc quand vous endurez, ne pensez pas que vous êtes en train de résigner. Non. Vous êtes en train de supporter pour bâtir un futur. Le deuxième piège à éviter, c'est chercher des raccourcis. Beaucoup veulent marcher comme des rois dès aujourd'hui. Résultat, ils tombent dans les dettes, dans les illusions, dans des illusions et le confort qui les enferme. Ça, c'est un truc que beaucoup d'immigrants africains vivent aujourd'hui, en Amérique et partout dans le monde. Ils cherchent des raccourcis, les scams. Ce qui est scam, tout ce qui est investissement bizarre dans le Bitcoin, Forex Exchange et tout ça, le dropshipping et tout ça. On cherche des raccourcis. Ou on prend des dettes. Ou vivre au-dessus de nos moyens. Parce qu'on ne veut pas courir comme un esclave. Le troisième piège à éviter, c'est perdre le focus.
Si tu cours sans direction, tu t'épuises pour rien. Il faut courir avec un but. Il faut courir avec un but. Quand vous voyez les gens réaliser leur but, c'est parce qu'ils avaient une direction, une stratégie. Les choses ne se réalisent pas sur cette terre par accident. Certaines choses, oui, pour la majeure partie du temps. Elles ne se réalisent pas parce que vous l'avez planifié. Une scène qui m'a toujours marqué, j'étais dans une gas station, une station-service. J'étais énervé. J'étais énervé pourquoi? J'étais énervé parce que je me suis dit, attends, c'était ma deuxième année de faire cashier. Cashier, c'est celui qui vous donne de l'argent. Vous donne de l'argent quand vous voulez acheter quelque chose, il vous donne la monnaie. Donc, j'étais cashier pendant 2 ans. J'ai commencé un peu à être irrité parce que je me suis dit, attends, mais comment je n'arrive pas à bouger de là? Pourquoi je suis toujours là? J'avais des problèmes qui m'ont empêché de bouger si c'était pas le temps. Il y a un vieux qui est rentré, barbu, grand de taille. Il est rentré, il a pris un jus. Après, il m'a dit, ça je vous mens pas, ça c'est ce que j'ai vu, j'ai entendu de mes 2 oreilles. Il m'a dit, keep your eyes on the prize. Keep your eyes on the prize. Garde tes yeux sur ton objectif. Parce que dans ma tête, je me suis toujours dit, je suis venu aux États-Unis faire l'école pour être ingénieur, prendre soin de ma famille. Je suis pas venu ici pour m'embrouiller. Je suis pas venu ici pour faire des bricoles au reste de ma vie. Et comment se fait-il que ça fait 2 ans que je suis toujours ici à faire des bricoles? Je ne sais pas s'il a vu ça dans mon esprit et tout, mais il m'a dit, keep your eyes on the prize. Garde tes yeux fixés sur ton objectif. Et c'était le meilleur conseil qu'il m'a donné, parce que ça m'a donné de l'énergie. Quelquefois, vous êtes dans une situation pendant 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que cette situation ne reflète pas votre objectif. Et c'est souvent dans cette période-là que les gens abandonnent, que les gens se résignent. Et je vous conseille de ne pas faire ça. Continuez à vous battre si vous respirez toujours. Parce que dans cette vie, la seule chose qui doit vous vaincre, c'est la mort. Le reste, c'est manageable. La seule chose qui doit vous vaincre, c'est la mort. Donc, soyez forts pour continuer à vous battre. Même après, vous êtes tombé. Donc, aujourd'hui, beaucoup veulent marcher comme des rois tout de suite. Ils sont dettes. Mais c'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça. Donc, c'est quoi la méthode concrète pour marcher, pour courir comme un esclave et marcher comme un roi? Première chose, dis-toi que tu ne vis pas. Dis-toi, répète après moi, dis-toi, je ne vis pas de malédiction, c'est un entraînement. Chaque douleur la deuxième chose est, chaque douleur doit te donner une compétence, une leçon. Chaque fois que tu souffres, sache que tu dois avoir acquis une compétence ou une leçon. Ne souffre pas en désordre. Troisième, construction silencieuse. Ça veut dire quoi? Pendant que les autres se plaignent, tu épargnes, tu lis, tu apprends, tu investis. Ne te plains pas avec les autres. Parce que si tu te plains avec les autres, ça veut dire que tu es une victime. Et les victimes ne changent pas leur situation. Les victimes ne changent pas leur situation. Donc, quand les gens se plaignent, recadre-toi sur ton objectif à long terme et travaille dessus.
Et il y a 3 ou 4 choses que j'aimerais que tu comprennes. Premièrement, accepter la douleur. Arrête de chercher la vie facile. J'ai parlé de ça dans ces épisodes. Arrête de chercher la vie facile. Les difficultés de ton environnement ne sont pas là pour t'écraser, mais pour te forger. Deuxième chose, investis dans le peu que tu as. Pas seulement ton argent, mais ton temps. Chaque heure libre, prends cette heure-là pour apprendre, lire, développer une compétence. Quatrième point, construis ton chemin silencieusement. Pendant que les autres dépensent pour leur confort, toi tu investis dans ta liberté. Pendant que les autres dépensent pour leur confort, tu investis dans ta liberté. Dernier point, savoir transiter au bon moment. Le jour où tu as assez de capital intellectuel, financier, relationnel, tu ne cours plus, tu commences à marcher. Le jour où tu as réussi, concrètement, tu vas plus courir, tu vas marcher. Alors retiens cette loi de fer. Celui qui refuse de courir comme un esclave sera condamné à ramper toute sa vie. Celui qui accepte de courir, de souffrir, de s'entraîner, finira par marcher comme un roi. Ferme les yeux une dernière fois. Projette-toi dans 10 ans plus tard. Plus de chaînes, plus d'humiliation. Tu marches lentement et fier. Parce que tu sais que chaque goutte de sueur a payé le prix de cette dignité. C'est le prix de la liberté. C'est le prix de la vie. Je vais vous laisser avec une dernière citation. L'homme qui refuse le poids des chaînes ne connaîtra jamais le poids de la couronne. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.